Je m'installe à mon tour avec plaisir dans cette maison chaleureuse, avec une profonde envie de partager des récits de vie bouleversants. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Aux alentours de 3 ans, j'ai un syndrome de Marfan. C'est une maladie génétique rare, incurable. J'ai de très gros problèmes au niveau des muscles, de très grosses douleurs. C'est dur. Choper le clown en personne. Il est arrivé, il m'a offert 2-3 posters de lui dédicacés en marquant bon courage. Et en plus de ça, ma première boîte de magie. En 24 heures, les 500 tours de magie étaient appris. Et là, il m'a dit, mais on va travailler ensemble. Il y a d'autres enfants qui, eux, sont pires que moi. Donc voilà, à partir de 16 ans, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse les hôpitaux. Il faut que je leur donne de la joie, de l'envie, de l'espoir surtout. Nos invités sont la preuve qu'un espoir est toujours permis. Chacun à leur manière, ils ont surmonté les obstacles aujourd'hui. Comment? C'est justement cela qu'ils ont décidé de partager avec nous. Je suis fière de mon petit-fils. Je suis fière qu'il amène à des enfants malades autant d'amour. Il y aura toujours le sourire, toujours donner du bonheur. Voilà. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi. Aujourd'hui, je reçois un jeune invité, Steve. Il a seulement 18 ans, mais il a déjà traversé beaucoup d'épreuves. Celui qui se voyait comme un enfant malade va nous raconter comment une rencontre a mis de la magie dans sa vie. Je vais l'accueillir. Bonjour Steve. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Très bien, merci. Entrez, Merci. mettez-vous à l'aise. Posez votre petit matériel. C'est un matériel de magicien alors. Exactement. Comment vous vous sentez? Très bien. Un Aujourd'hui, peu en pleine stressé? forme. Non, ça va. Non. Quel est le sens de votre présence aujourd'hui ici? Eh bien, j'aimerais prouver aux gens qui nous regardent que nous pouvons vivre de notre passion malgré tous les problèmes que la vie peut nous apporter. Et donc montrer que tout est possible quand on a le rêve. Votre passion, c'est la magie. Exactement. Vous avez cette passion depuis quel âge? Depuis 11 ans. Depuis l'âge de 11 ans? Exactement. On D'ailleurs, va- Sophie, si je peux Ouais. me permettre, j'ai ici un petit cadeau pour vous. Voulez-vous qu'on regarde ensemble de quoi il s'agit? Ah bah, avec plaisir. J'ai juste besoin d'un simple jeu de cartes, que voici. Donc un jeu de cartes avec plein de cartes différentes. Vous en convenez, Sophie? Oui. Parfait. Vous allez me dire stop quand vous le souhaitez. Stop. Stop ici, vous êtes sûr? Mm. Une fois, 2 fois, 3 fois, on s'arrête ici? Ouais. Prenez votre carte, s'il vous plaît. Regardez là, je peux la voir aussi, bien sûr. Il s'agit du 4 de cœur. Nous sommes bien d'accord, Sophie, que je ne vous ai pas influencé. Non. Vous m'avez dit stop quand vous l'avez souhaité. Je vous invite maintenant, s'il vous plaît, à ouvrir le paquet qui se trouve devant vous. Non. S'il vous plaît. Non. Ne me dites pas que je vais trouver à l'intérieur. Une prédiction que j'ai faite il y a 1 heure, Sophie. Vous aviez prédit Exactement. que j'allais... Choisir le 4 de cœur qui est écrit exactement ici, il y a 1 heure. Bon. ça a le don de m'agacer vraiment, ça. Hein. Vous aimez les chocolats, Alors, rassurez-moi. Oui, oui, bien sûr, parce qu'il y a quand même des chocolats ou Oui, bien c'est sûr, ou c'est bien un tour sûr. de magie où il n'y a rien Non, de il y a ouais, des pardon, chocolats, il y a bien quand même des sûr. chocolats, C'est mon ok. petit cadeau. Donc, vous êtes bluffant, évidemment. Vous avez même bluffé un magicien professionnel très connu que Exactement. l'on voit souvent chez Patrick Sébastien, Exactement. Dany Larry. Vous nous direz comment, avec quel tour vous l'avez bluffé. Avec grand plaisir. Je vous ai demandé de regarder des photos dans vos albums. Oui. Je vais vous laisser aller les observer. Et D'accord. puis, on se rejoint après dans le salon et vous allez nous raconter votre histoire incroyable, empreinte de volonté. Hein. Quand on veut, on peut. C'est ce que Exactement. vous allez nous démontrer. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Merci pour le joli cadeau. Merci à vous. Call it magic, call it true, call it magic. When I'm with you, and it just got broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. When anybody
else but you. Voilà, tu t'anges. Merci beaucoup. Quelles sont les émotions qui remontent? Le sourire, bien sûr, forcément. Parce que j'étais loin de me douter de ce qui allait m'arriver plus tard. Et en même temps, de l'émotion. Puisque on n'a pas encore diagnostiqué à cette époque-là. Vous avez quel âge, là, sur cette photo? J'ai 4 ans. Déguisé en clown, donc là, vous êtes complètement dans votre élément. Toujours, toujours. Il fallait toujours que je sois déguisé en clown. C'était ma deuxième personnalité. D'ailleurs, à l'époque, je me préférais en clown qu'en civil. Qu'est-ce que l'adulte que vous êtes aujourd'hui dirait à ce petit garçon? Accroche-toi, le meilleur est à venir. Même si ça va être difficile. Petit, Steve se construit un monde merveilleux, loin du réel. Entouré de parents aimants et de 2 frères protecteurs, il reste solitaire, rêvant pourtant des cirques et des clowns qui décorent les murs de sa chambre. Mais voilà qu'à 3 ans, une réalité cruelle entre dans sa vie. Steve est atteint d'une maladie rare. Personne n'imagine que vous êtes malade dans vos toutes jeunes années. Non, personne. Au début, personne. Après, on diagnostique les pieds plats. Et À quel âge, là, à quel moment? aux alentours de 3 ans. Donc on vous emmène chez un orthopédiste Exactement. qui vous prescrit quoi? Des semelles orthopédiques, bien sûr. Je ne pouvais déjà pas trop marcher. Je faisais 30 mètres, je me cassais la figure. Ouais. Et ça n'avait pas changé avec les semelles orthopédiques. Donc j'imagine que ça devait vous isoler par rapport à vos camarades de classe? Complètement, parce que quand on est petit, on joue à chat. Faut courir. Moi, pas du tout. Donc déjà, il y avait déjà un premier rejet vis-à-vis de mes camarades de classe. Comment vous réagissez par rapport à ça, par rapport à ce rejet? Alors je m'assois par terre, je lis mes BD, et notamment des BD de clowns. Vos parents vous emmènent au cirque de temps Oui. en temps? De temps en temps, notamment une fois par an, c'est sûr et certain. Quand on allait en vacances dans le sud, il y avait toujours un petit cirque familial qui s'y installait. Donc tous les ans, j'avais le droit à ma soirée cirque en vacances. Alors ça vous plaît tellement qu'un jour vous tombez sur une carte que votre tante vous a donnée. Qu'est-ce qui a marqué sur cette carte? Alors sur cette carte, c'est marqué Chopi le clown et Monica la maquilleuse. Je prends, voilà, quand je sors ma porte, Vous avez quel âge là à ce moment-là? donc j'ai 5 ans, Ouais. bientôt 6. Et 2 semaines avant mon anniversaire, j'ai l'idée, pourquoi je ne sais pas, de prendre le téléphone et de composer le numéro. Vous tombez sur lui? Tout de suite, je dis voilà, je m'appelle Steve, je vais faire mes 6 ans. Est-ce que je pourrais avoir un clown pour mon anniversaire? Alors il y a eu un blanc. Je pourrais avoir un de tes parents si c'est possible? Alors je cours dans le salon. Maman, c'est Chopi le clown. Mais moyen, Chopi le clown. Tu l'as appelé? Ouais. Et puis elle a pris le téléphone, un peu embarrassée. Ouais. Et puis finalement elle a accepté. Donc Chopi le clown est venu à votre anniversaire. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait le jour de votre anniversaire, Chopi le clown? Il nous a fait un super spectacle. Il vous a déguisé en clown déjà? Déjà, donc c'est sa femme qui m'a maquillée, donc Ouais. Monica. Mm. Avant même qu'il arrive, j'étais stressé et en même temps beaucoup d'émotions. Et quand je l'ai vu arriver, ce clown, avec son beau maquillage, je me suis dit waouh, j'ai enfin un clown pour moi, chez moi. Avec le spectacle de magie qu'il nous a fait, c'était vraiment incroyable. C'est décidé, Steve deviendra clown. Il ne pense plus qu'à ça. Chaque week-end, il prépare et perfectionne les tours des spectacles qu'il offre à sa famille le dimanche. Malgré cette passion joyeuse, la maladie continue d'évoluer et à 10 ans, Steve ne peut presque plus marcher. Ses parents l'emmènent alors à l'hôpital Necker, un grand centre pour enfants malades. On suppose un syndrome de Marfan. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une maladie génétique rare, Ouais. incurable, Ouais. où en fait tous les muscles du corps s'effritent et l'aorte se dilate. Et c'est évolutif? Alors ça peut évoluer selon les degrés, il y a plusieurs degrés de Marfan. Moi je suis pas à un degré très élevé. C'est rattrapable seulement par chirurgie. Si jamais on ne fait pas les opérations, je pourrais me retrouver en fauteuil roulant à partir de 16 ans à vie. Donc vous entendez ça, vous avez Oui. 10 ans, comment vous réagissez? Mal. En sortant de l'hôpital, je dis à mes parents, mais vous n'allez pas me faire ça. Vous n'allez pas me faire opérer quand même. Ouais. Vous étiez en colère? En colère, non, mais beaucoup d'incompréhension. Pourquoi moi? C'est ça, exactement. Pourquoi Ah. moi? Pourquoi pas mes frères? Ouais. Pourquoi suis-je différent de mes frères? C'est la grande question que je me posais à l'époque. Comment vous l'avez vécu cette année de vos 10 ans après le diagnostic?
C'est pas facile. Parce que déjà qu'on est rejeté à cause des pipes là, et ensuite j'étais boubou étant petit, je grandis, je mincis. Donc le rejet, les insultes, évidemment, les moqueries, c'est très très difficile. Ouais. Je pleure pour ne pas aller à l'école quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disaient, vos parents, par rapport à ça? Ils savaient que vous subissiez des moqueries de la part de vos camarades? Alors non, je l'aurais pas dit au début. Ça. J'ai eu beaucoup de mal à l'avouer, et c'est seulement en troisième que je l'avouerai. Seulement en troisième. Là, on vous dit que l'opération devient urgente. Voilà, exactement. On me dit voilà, octobre, il faut que tu te fasses opérer. C'est dur. Je me dis, mais si jamais il m'endorme et que je me réveille pas. Donc hyper angoissé, et avant de partir au bloc opératoire, là vous recevez un coup de téléphone. Et ben, choper le clown en personne, qui me rappelle, qui me dit, Steve, écoute, je te promets que quand tu sors de l'hôpital, moi et Monica, nous viendrons te voir, nous essaierons de te remonter le moral. Qu'est-ce que vous vous dites? Je pleure. Je pleure de joie. De joie. De joie. Je me dis, Chopi pense encore à moi. Il m'a appelé pour me soutenir et c'est incroyable. Parce que ça faisait combien d'années que vous ne l'aviez pas vu Et bien du coup, de mes 6 ans à mes 11 ans, donc 5 ans. Voilà. Comment ça se fait qu'il vous a appelé à l'hôpital? Alors ma grand-mère, qui a vu que j'étais vraiment mal en point, très stressé, le moral en bas, a eu la très bonne idée de renvoyer un mail à Chopi en disant voilà, Steve est malade. Grâce à sa grand-mère et à Chopi, Steve part apaisé au bloc opératoire. L'opération est risquée, le chirurgien doit restructurer totalement les jambes du petit garçon sans altérer ses muscles, sans quoi Steve pourrait finir ses jours dans un fauteuil roulant. Après 4h30 d'opération et 6 jours de soins, Steve rentre chez lui où l'attend, comme prévu, son clown préféré. Il est arrivé, il m'a offert 2-3 posters de lui dédicacés en marquant bon courage, sois fort. Et en plus de ça, un petit cadeau, pas plus haut que ça, la fameuse boîte de magie. Alors il l'a ouvert devant moi, il a sorti un foulard, il a remonté ses manches et a fait disparaître complètement le foulard. Là, je me suis dit, wow. Je lui ai dit, mais comment as-tu fait? Il m'a répondu tout simplement, tu seras quand tu découvriras la boîte. Donc j'imagine qu'après vous n'aviez plus qu'une envie, c'était d'ouvrir cette boîte. Exactement. Donc il est parti et je me suis réfugié dans ma chambre et j'ai ouvert la boîte. Et j'ai un très grand frisson qui me traverse. C'est incroyable. Un frisson de quoi? De plaisir, D'excitation? d'excitation et de plaisir à la fois, Ouais. complètement. Ouais. Et j'ai travaillé mes tours de magie. Il y en avait 500 dans la boîte. 500? Oui. Vous les avez travaillés en combien de temps? En 24 heures. En 24 Vous heures, n'avez fait que ça, vous n'avez pas dormi. je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. Est-ce que vous avez compris le tour du foulard? Oui, Vous avez pu le reproduire? je l'ai reproduit, je l'ai Vous reproduit. l'avez pas là, le foulard? Alors le foulard, je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais j'ai un autre tour de magie que j'ai fait. Je vais prendre ma mallette d'ailleurs, que je vais mettre sur mes genoux. C'est pas celle-là qui vous a offerte. Non, ce n'est pas celle-ci. Donc 2 petites balles en mousse. Sophie, je vous invite à mettre une main à plat, s'il vous plaît, celle de votre choix. Parfait. Et avec l'autre main de me désigner une balle. Celle-ci. Celle-ci pour vous ou pour moi? Pour moi. Pour vous. Donc celle-ci par contre est pour moi. Voilà. Donc celle-ci est pour moi et celle-ci est pour vous. Fermez votre main, Sophie, s'il vous plaît. Et ce qui est amusant, c'est que si on fait une petite passe magique comme ceci, et que vous ouvrez la main, la balle devrait avoir rejoint l'autre. C'est mon tout premier tour de magie. Est-ce que vous vous êtes senti quelqu'un en possédant ces 500 tours de magie? Est-ce que ça a complété votre personnalité? Complètement. Vos parents en ont été conscients? Vous leur Bien avez sûr. dit que vous aviez appris les 500 tours? Le lendemain, ils sont rentrés du travail. Et je leur ai fait une bonne partie des numéros. Et mon père a dit « Waouh !» Maman a fait « Chapeau !» Et Chopi, il a su que vous aviez appris les 500 tours si vite? Alors, pas tout de suite, puisque Vous l'avez rappelé quand? 2 jours après. Ah oui, quand même assez vite. Puisque ma grand-mère, voilà, je lui ai dit, mamie, écoute, il me faut une boîte de magie, il m'en faut une deuxième, j'ai fini la première. Donc elle a été m'offrir une deuxième boîte de Parce magie. que dans la deuxième boîte, il y a 500 nouveaux tours? Exactement. D'accord. Dont un tour que Chopi avait chez lui, dont je me rappelais de mon anniversaire. Ouais. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, voilà, Chopi, écoute, j'ai un tour de magie que tu as fait aussi. Est-ce que tu peux me conseiller sur la façon Et de le quel faire? tour? En fait, c'est un livre blanc où après les traits se dessinent dessus et ensuite la couleur s'y met. Et donc il m'a dit, où as-tu trouvé ce numéro? Je lui ai dit, j'ai une nouvelle boîte de magie. T'as fini la première? Et là, il m'a dit, mais
on va travailler ensemble. Il m'a dit, travaille tes tours, mets-les en scène. Il m'a dit, trouve des idées. Il m'a dit, et quand tu seras prêt, je le saurai, et nous travaillerons ensemble. Et donc au mois de juin, il m'invite chez lui pour manger, et il m'offre les 3/4 de son matériel. C'est-à-dire? Une grande boîte de magie déjà, où il rangeait vraiment tous ses numéros, une très belle boîte décorée qu'il mettait sur scène. Et puis après, il y a dans son garage, il me dit, ça je m'en sers plus, tu le veux? Moi tout de suite, oui, ça non plus, prends. J'ai travaillé ces numéros, et quelques mois après, nous faisions notre premier spectacle ensemble. Alors, tout le monde va faire semblant d'avoir la corde dans les mains, comme ceci. Voilà. Et vous allez utiliser toute votre énergie pour qu'elle reste droite. D'accord? Alors attention, on tire, allez, tirez. Ça marche pas. On va recommencer. Tirez. Ah, je vois qu'il y en a qui mettent toute leur énergie parce qu'elles sont toutes rouges. Ça vous a donné confiance en vous? Oui, je me disais, mais je suis avec un vrai professionnel de la magie. Est-ce que ça vous a aidé quand vous êtes retourné au collège? Est-ce que le fait de maîtriser ces tours de magie vous a donné quelques outils pour affronter les autres élèves? Alors, au début, je croyais. Si jamais j'expliquais les numéros, j'aurais pu devenir populaire. Ouais. Et j'ai remarqué que ne voulant pas le faire, la solitude était encore là. Ouais. Donc, j'ai dit, pour me faire des amis, je vais inventer des secrets, complètement faux, mais je vais leur expliquer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous leur avez expliqué des trucs qui ne Des marchent secrets pas. qui n'existaient pas. Physiquement, vous êtes comment à ce moment-là? Vous avez donc 12 ans quand vous revenez au collège? Que je ne peux pas porter mon sac, déjà. Oui. C'est impossible de porter mon sac parce qu'il était trop lourd pour moi. Toujours cette maigreur, d'où les moqueries d'ailleurs. Et la maigreur, c'est une des caractéristiques de cette maladie? Exactement, on est toujours très grand et très fin. Donc alors, vous commencez à vous produire avec Chopi. Il est qui pour vous, Chopi? Il devient quoi dans votre vie? Alors ça devient mon mentor, premièrement, mon ami, mon père spirituel, on peut dire, de spectacle, et mon confident aussi. Je me confie beaucoup à lui. Il a combien d'années de plus que vous? Oh là, il y a facilement 2 générations. Petit à petit, une vie possible se dessine et accompagné de son mentor, Steve rejoint l'association Rebondir au-delà de ses rêves qui réalise les vœux des enfants atteints de maladies graves. Je savais ce qui vivaient ces enfants. Je suis passé par là. Je sais que les séjours dans les hôpitaux, c'est pas toujours très drôle. Donc il fallait que je rende ce dont moi j'avais besoin. Et Chopi ne le faisait pas avant que vous l'entraîniez dans cette aventure? Alors si, il le faisait bien sûr. Il faisait tous les ans les virades de l'espoir, qui sont contre la mucoviscidose. Où il vous a emmené? Aussi. Donc là, par contre, j'étais plus jeune, j'avais 13 ans. Une journée extraordinaire, donnée de moi-même pour la mucoviscidose. Et clou du spectacle, j'ai mangé à la même table que François Cluzet. Et c'était merveilleux. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans cette association? Quelle était votre activité? Alors, j'ai fait beaucoup de spectacles pour les arbres de Noël notamment, parce que c'est une association qui regroupe beaucoup de malades différents. Il y a des cancéreux, il y en a qui ont des malformations physiques, psychologiques, enfin, vraiment plein de choses assez variées, de tout âge, de 3 à 18 ans. Il y a un souvenir qui vous a marqué plus particulièrement? Alors, un souvenir assez difficile, puisque j'en ai pleuré en 15 jours. Il a fallu que je réalise le rêve d'un petit enfant qui avait 4 ans. Qui s'appelait comment? Mathias. Et donc, il voulait rencontrer le Père Noël. C'était la fin. Oui, les médecins le savaient. Il avait quoi, un cancer? Il avait un cancer. Il avait un cancer. Donc, les médecins lui ont donné une autorisation de sortie pour faire Noël chez lui. C'était le 15 décembre. Donc, moi, j'y étais en clown. J'y étais avec le Père Noël. C'est qui le Père Noël? Mon tonton. Et on lui a offert un dernier Noël. Et 3 jours après, on m'appelait. Et on m'a dit, Steve, nous te remercions, car au jour d'aujourd'hui, Mathias n'est plus là. Ça vous a pas découragé de continuer, de tenter de faire rire les enfants malades? Non, puisque je savais au fond de lui, sur Mathias, dans ses yeux, on a vu le bonheur qu'on a pu lui apporter à lui et à sa famille. Et donc c'est là que je me suis dit, mais il faut continuer, il faut continuer. Donc voilà, à partir de 16 ans, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse les hôpitaux. Il faut que je donne du plaisir, il faut que je leur donne la joie, de l'envie, de l'espoir surtout. Donc qu'est-ce que vous faites à leur chevet?
Eh bien, j'y vais donc en clown, je fais des ballons en forme de chien, d'épées, de fleurs, des tours de magie, du jonglage. Vous avez un nom de clown? Bien sûr, c'est Tatayou, le clown magicien. Voilà, Tatayou. C'est un public difficile? Très difficile, puisqu'un enfant ne fera jamais semblant de rire. C'est le public le plus difficile au monde. Et c'est comme ça qu'on apprend son métier? Oui, en grande partie. Mais quand vous arrivez à obtenir un rire, j'imagine que pour vous, ça doit être une récompense immense. Son sourire est incroyable. Je sors de là, j'ai toujours des étoiles dans les yeux. Et puisque je me dis, bon bah, j'ai réussi. Je l'ai rendu heureux. Un court instant, mais je l'ai rendu heureux. Alors, cette association a voulu vous récompenser Oui. de vos efforts et de votre engagement Exactement. en vous offrant une surprise. Alors, j'étais en spectacle un soir avec Chopi. La présidente était dans la salle. Et puis, à l'entracte, elle est venue me voir, elle fait « Steve, nous voulons te remercier. Et nous t'offrons une place pour aller voir le plus grand cabaret du monde, de Patrick Sébastien. » Et, en plus de cela, une rencontre en personne avec Dany Larry. Waouh! Donc, Dany Larry, vous le rencontrez? Oui, je le Qu'est-ce qui rencontre. se passe entre vous? Alors, je lui explique un peu mon parcours. Et puis, je lui fais un tour de magie. Je fais un tour de cartes assez impressionnant. Il me fait bluffant. Et donc là, il me dit, bah, explique-moi comment tu as fait ça. Ah, voilà, lui, vous lui expliquez alors? Oui. Parce que lui, c'est un magicien professionnel, Voilà, donc il a le droit. exactement. Donc, on peut le voir, le tour? Bien sûr, Sophie, avec grand plaisir. Donc, je vais prendre un jeu de cartes. Vous avez combien de jeux de cartes dans vos poches? Il y en a partout. J'en Ah, ai, d'accord. j'en ai un là. J'en ai un ici. Non, mais vous en avez combien? Pour l'instant, j'en ai 4. D'accord. Voilà, C'est plus. toujours comme ça? Vous baladez toujours Ah, toujours, avec des vestes toujours. remplies? Alors, je me concentre. Concentrez-vous, Sophie. Je vais essayer de comprendre du premier coup. Allons-y. Donc, j'ai ici un jeu de cartes avec plein de cartes différentes. Nous sommes C'est un d'accord. vrai jeu, ça. C'est un C'est jeu un vrai jeu. normal. Souhaitez-vous l'examiner, Sophie? Oui. On n'a pas le temps. Non, je rigole. Allez-y, je vous en prie. Mais en fait, il faut faire des blagues quand on est magicien. Aussi. On manipule le client. Bon, a priori, C'est un jeu tout à fait ordinaire. oui. Nous sommes d'accord. Là, je ne vais pas compter les cartes, je suis pas une spécialiste, mais bon. Je ne vois rien Il d'anormal. n'en manque pas, rassurez-vous. Choisissez une carte, s'il vous plaît. Mais surtout, ne m'aidez pas. Donc, je vais me prendre. Merci de votre aide. Je vous laisse la montrer à la caméra, si vous le souhaitez. Je vous la montre pas. Non, vous ne me la montrez pas. Vous me dites quand c'est bon. C'est bon? C'est Vous vous bon. en souviendrez, Sophie? Oui. Parfait. Posez-la ici, je vous prie. Je vous montre une dernière fois pour être sûr que vous ne l'oubliez pas. D'accord? Ouais. Parfait. Je vais venir la placer ici. Et grâce à mes pouvoirs de magicien, elle va remonter à la place du 4 de pique. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rentrer lentement la carte dans le jeu, je vous prie? Dans le jeu, la carte. Non, ça marche pas. D'accord. C'est votre carte? Oui. Le 5 de trèfle. Oui, là, c'est là, vous m'avez embarqué. Vous avez attiré mon attention sur un point pendant que vous faisiez autre chose. Peut-être. Je On vous le laisse refait? Examinez-le. Elle refait. Allons-y, examinez-le. Vous Ouais. paraît tout à fait basique? Ouais. Cette fois-ci, pour être sûr que vous me mettiez dans le jeu, je vais le faire moi-même. Regardez, je prends le 5 de trèfle, je le mets dans le milieu du jeu, et comme par magie, il remonte. Vous en avez 10. Vous avez examiné le jeu pourtant. Ouais. Vous connaissez combien de tours aujourd'hui, comme ça? Ou comme ça, de tête, 5000. 5000. Vous avez d'autres spécialités, à part les cartes? Alors, je suis aussi mentaliste. Alors, Comme, qu'est-ce que ça veut dire, alors, ça, mentaliste, c'est pouvoir se projeter dans le temps, par exemple, faire une prédiction, ou encore lire dans les pensées. Par exemple, tout à l'heure, la boîte de chocolat, Ouais, on peut dire que c'était du mentalisme. d'accord. Mais là encore, c'est tout ça est fabriqué. Bien sûr. C'est-à-dire que vous donnez aux gens l'impression que vous devinez leurs pensées, alors qu'en fait, vous avez tout préparé en amont. Donc en fait, c'est nous qui trafiquons leurs pensées. C'est ça. Pour Steve, la magie devient toute sa vie. Protégé par son personnage, Tatayou, il crée un spectacle qu'il appelle Au-delà du réel. Il n'a alors que 16 ans et se produit déjà sur la scène du Grand Rex pour une soirée consacrée à la sensibilisation sur la sclérose en plaques. Steve se réalise alors pleinement. Aujourd'hui, vous avez quoi, 18 ans? Exactement, j'ai 18 ans. Comment vous vous sentez déjà physiquement? Est-ce que la maladie est toujours là? Comment elle se manifeste? Alors elle est toujours là, bien sûr, et très souvent, Ouais. j'ai
de très gros problèmes au niveau des muscles. Donc de grosses douleurs? Voilà, de très grosses douleurs. Il n'y a aucun traitement qui ralentit la progression de votre maladie? Non, il y a seulement un bêta-bloquant Ouais. qui empêche le sang d'arriver trop vite dans l'aorte. Il y a des recherches qui sont menées? Oui, bien sûr. Je ne sais plus exactement le nom du médicament, Ouais, mais je sais qu'en ce moment, c'est testé aux États-Unis. d'accord. Donc vous avez un espoir par rapport à ça? Oui, un espoir pour moi, mais surtout pour les autres. Voilà, ça c'est le discours classique des enfants malades, moi que j'ai l'habitude de côtoyer, par exemple en animant le Téléthon. Oui, Ils pensent toujours avant tout aux autres et à l'avenir des autres. exactement. Comment vous l'expliquez ça? Puisque j'ai appris à vivre avec et j'en ai fait une force grâce à la magie. Mais je sais qu'il y a d'autres enfants qui, eux, sont pires que moi et qui ont besoin de ce médicament. Vous faites des études aujourd'hui? Oui, de gestion administration. C'est pour m'aider dans ma gestion des spectacles et par la suite, éventuellement, pourquoi pas dans quelques années, ouvrir une boîte de production. Donc quand même, vous voulez devenir magicien et clown professionnel? Oui, ce serait le rêve de petit garçon. Comment vous envisagez votre avenir d'adulte? Vous avez envie de fonder une famille? Oui, puisque moi, j'ai eu la chance d'être tonton au mois de juillet. Mon grand frère a eu son bébé et quand je vois le bonheur que ça nous a apporté, j'espère fonder une famille, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils pensent justement vos frères de votre passion pour la magie? Alors, le plus grand, c'est délicat. Pourquoi? Pour lui, ça va être dur de vivre de ça. Et d'ailleurs, il ne vient jamais me voir en spectacle. Ça vous fait de la peine? D'un côté, oui, mais quand je sais pourquoi, non. Il ne vient pas par peur que je rate un numéro et du coup, il ne voudrait pas voir son frère raté. Et le plus jeune? Alors, Eddie, lui, il adore, puisqu'il est sur scène avec moi. Voilà, c'est mon assistant. Mais il fait des tours lui aussi ou il vous assiste? Ouais, il m'assiste seulement. Donc finalement, tout le monde travaille avec vous? Tout le monde, papa, pendant des années, a été chauffeur, Mmh. jusqu'à temps que j'ai mon permis. Il a chanté aussi sur scène. Ma mère est devenue assistante alors que c'est une personne très très réservée. Même sa maman m'avait dit un jour, mais jamais j'aurais eu ma vie sur scène, jamais. Mais par amour, je pense qu'elle l'a fait, oui, complètement. J'imagine qu'il faut apprendre aussi à parler en public. Est-ce qu'on prend des cours de théâtre pour se produire sur scène comme ça? Non, alors moi j'avais une difficulté au niveau de la mâchoire. J'ai un problème au niveau de la mâchoire aussi. Donc c'est Chopi encore. Steve, t'articules pas, articule. Oui. Ah, tu peux pas articuler, c'est pas grave. Pose tes mots, parle plus lentement. Donc heureusement qu'il est toujours là pour me remettre sur le droit chemin. Alors ce Chopi Oui. dont vous nous parlez beaucoup, on a hâte de le rencontrer et vous allez nous le présenter. Avec grand plaisir. Et puis vous allez également nous présenter Chantal, votre Voilà. grand-mère, parce qu'elle a beaucoup compté dans votre parcours pour vous permettre de sortir de votre isolement et de vous redonner un peu de joie Complètement, et de lumière. oui. Hein. Et puis on va parler de cette association aussi, dans Avec grand laquelle vous plaisir. êtes très investi, Oui. en rencontrant Cécile, qui est une sorte de D'accord. marraine de cœur. Oui, exactement, Voilà. Cécile. Oui, oui. Donc Parfait. vous allez nous présenter tout le monde. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire? Eh bien, j'aimerais que tous les gens qui nous regardent retiennent que quand on a l'envie d'avoir envie, l'envie d'avancer, et l'espoir surtout, on peut y arriver. Même si la vie peut nous poser des difficultés et des dilemmes, même si c'est pas facile, il faut toujours avancer. Merci de vous être confié, Merci à vous surtout. de votre confiance. Je vais les chercher. Merci beaucoup. Cela paraît presque facile lorsqu'on écoute Steve parler. Il a la pudeur de ne pas dire la difficulté de la reconstruction. Pourtant, une question nous préoccupe tous. Comment a-t-il fait? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter sa grand-mère, Chopi le clown bien sûr, et Céline, la marraine d'une association, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. Un clown, pour moi, c'est quelqu'un qui a une souffrance intérieure, mais qui ne le montrera jamais. Il y aura toujours le sourire, mais le soir, quand ils vont se retrouver seuls, la souffrance est toujours là. Comment vous l'appelez d'ailleurs, Steve? Alors, en général, je l'appelle mon petit Magico. Depuis le début, quand il était petit, il a grandi maintenant. Je ne peux plus dire mon petit Magico, mais c'est resté. C'est amical. Alors donc, vous nous présentez Chantal?
Donc Chantal, donc, qui est ma grand-mère Ouais. et qui donc est à l'origine de notre retrouvaille Mhm. avec Jackie. Et puis Céline, qui est donc une sorte de marraine de cœur de l'association dont nous avons parlé tout à l'heure, Exactement. l'association Rebondir, qui donne du rêve aux Oui. enfants, Malade. aux enfants malades. Vous allez nous raconter pourquoi vous êtes impliquée dans cette association, hein, pourquoi vous en êtes la marraine de cœur. Alors, Chantal, vous aviez quel lien tous les deux? Nous avons un lien très fort, très très fort. Steve, il a besoin d'un conseil ou quoi que ce soit. Il appelle sa mamie. On parle beaucoup ensemble tous les deux. On a beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Et quand il était petit, c'était notre tataillou. Oui, il faisait le clown très tôt. Il a fait le clown très tôt, très très tôt. Ouais. Au Bon, dé- d'ailleurs, il a gardé ce nom de Tataillou. C'est Ah son nom oui, de Tataillou. scène. Oui, oui, Tataillou est resté notre petit clown de la famille. Et il nous a fait des spectacles, d'ailleurs tout petit, il nous en faisait très très régulièrement. Avant vraiment que le diagnostic ne soit posé sur sa maladie, vous diriez que c'était quel genre de personnalité, de petit garçon? Il nous a beaucoup parlé de sa solitude, du Oui. fait qu'il soit très isolé. Comment vous le voyez, vous? Alors, Avec quels yeux? justement, j'en ai beaucoup souffert au départ. Je comprenais pas pourquoi il était si retiré. Voilà, moi, je me suis vue passer devant l'école et il était assis par terre tout seul avec ses livres. Et je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi il s'isole comme ça? Pourquoi il joue pas avec tous les enfants de son âge? Mais quand on lui posait la question, lui-même, je pense qu'il savait pas. Mais il vous disait il était rejeté quand même par ses copains de classe? Oui, parce que je crois que même déjà petit qu'il était, il vivait dans son monde à lui. Il vivait dans son monde complètement imaginaire. Le Noël, c'était quelque chose de féerique pour Steve. Et on avait le droit à tous les Pères Noël qu'on pouvait lui offrir. Et tous les Pères Noël marchaient toute la journée. Il faisait chanter tous ses Pères Noël. Et il commençait à faire ses spectacles. C'est-à-dire qu'il Comme ça. il les mettait en scène. Ah, il les C'était quoi, mettait en des scène, Pères Noël, c'est des petits Pères figurines? Noël musicaux. Donc, alors c'est vrai que des fois, on était partis dans tous les Pères Noël. Il y avait beaucoup, beaucoup de bruit, mais pour lui, voilà, c'était, je mets celui-là là, celui-là là. C'était pour lui quelque chose de magique. Quand le diagnostic a été posé sur sa maladie, comment vous avez réagi, vous? Alors, j'ai pas trop compris ce qui nous arrivait. Je me suis demandé d'où ça provenait et comment on a pu attendre si longtemps pour découvrir cette maladie. Parce que bon, et ce qu'on m'a répondu, c'est qu'il n'avait pas les signes vraiment tout de suite. On l'a pas vu quand il était tout petit. On s'est aperçu en grandissant qu'il y a eu besoin de certaines interventions, et c'est là. Alors donc, ça a été très dur. Mais j'ai pas voulu rentrer dans le système de la maladie. J'ai dit c'est pas possible. Si nous, on est déjà adultes, on tombe dedans, le gamin va pas l'accepter et ça va pas aller. Et puis il fallait qu'il se dise que sa maladie ne va pas lui priver de sa vie. C'est pas possible. C'est pas vrai. Donc, quand vous avez su qu'il devait se faire opérer, que vous l'avez senti très anxieux avant cette opération, comment vous est venue l'idée de rappeler Chopi? Parce qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. La dernière fois qu'il s'était vu, il n'avait que 6 ans. Steve. Oui, exact. Alors, c'est parce que j'ai eu Steve au téléphone, j'ai eu sa maman. Steve était dans tous ses états, comme tout enfant qui va se faire opérer. Sa maman était un peu perdue. Et puis, depuis qu'il avait fait ses 6 ans avec Chopi, c'était pendant 3 ans, il en a parlé énormément, du bonheur qu'avait apporté Chopi et tout. Et de là, le soir, j'ai dit, bon, allez Chantal, il faut trouver une solution pour Steve. La seule solution, c'est recontacter Chopi. S'il a un moment libre, il va me répondre. Et je vais lui demander d'aller voir Steve. Je pense que c'est la seule personne qui, à l'hôpital, attention, on est très familial, on est très famille, mais on avait tellement donné à Steve des choses que je me disais, non, Steve nous écoute, il nous répond oui, il nous dit oui.
Mais non, c'est Chopi, c'est son clown qu'il faut lui apporter. Et chose que j'ai fait. Et Alors vous avez appelé, il vous a répondu tout de suite? J'ai envoyé un mail. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais le côté très branché de la grand-mère. Ça se voit d'ailleurs, elle a un look, des espèces de bottes de cow-boy. Espèce, non? Enfin, jolies Quand bottes, même, hein, pardon, voilà, de jolies boots de cow-boy. Oui. Vous êtes très jeune dans votre tête, très moderne. Oui, Ouais. j'essaye pour les Ouais. enfants, hein, parce que j'ai quand même 5 petits-enfants Ouais. et un arrière-petit-fils. Donc il faut rester avec cette génération, il faut être quand même être à l'aise et puis leur suivre aussi leur développement et puis les aider. Ben, c'est super. Donc, racontez-nous ce coup de fil. Vous appelez Chopi et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors non, j'envoie un mail un mail. un mail. Et Un Chopi- mail, on dit un mail quand même, hein, si un vous voulez être mail, super branché. un email, un mail. Oh, Un je sais mail? plus, Vous dites mail, vous? Moi je dis un mail. Bon, un mail. Je simplifie. moi. D'accord, d'accord. Donc, vous envoyez un mail et comment vous réagissez, vous, quand vous recevez ce mail, comme dit Chantal? Je suis obligé de réagir favorablement. Je peux pas. Un clown, c'est pour faire plaisir aux enfants, donc je peux pas dire non. Je peux pas fermer la porte. Mais vous devez être extrêmement sollicité en tant que clown. Pour des associations souvent, plutôt que des messages particuliers comme ça. Vous vous en souveniez de ce petit garçon? Bien sûr, puisque déjà quand je suis arrivé dans cette maison, j'allais faire donc son anniversaire en clown avec Monica qui est la maquilleuse, elle maquillait tous les enfants. Et lorsque je suis arrivé, c'était dans le garage, voilà encore l'entrée du garage, et tout le monde était déjà prêt. Et lui avait déjà son petit chapeau de clown, Ouais. un nœud papillon, je crois, et donc ça m'avait marqué parce que déjà être accueilli par un clown, alors que moi j'arrivais, j'étais pas encore habillé. Je dis c'est son anniversaire, il m'accueille déjà en clown. Ouais. Je dis ça, il doit avoir du caractère ce petit. Ouais. Et puis ça s'est passé comme d'habitude d'ailleurs, mais vraiment très très bien, puisqu'il y avait la famille qui était là. Et c'est une famille soudée. Il y avait les deux mamies que j'ai d'ailleurs embêtées un petit peu en clown. Il y avait les papis, il y avait le frère, les copains, les camarades. Enfin, c'était une famille que je sentais vraiment très très soudée. Donc, quand elle vous envoie ce mail, vous décidez de l'appeler. Vous savez qu'il se fait opérer Oui. de manière imminente et vous avez envie de le rassurer. Chantal a demandé que je donne de mes nouvelles, en fin de compte, que je lui en réponde. Je me suis dit, je vais répondre, mais je vais aller le voir, parce que c'est pas possible. Ouais. Un mail, ça va pas suffire. Ouais. Mail. Et donc, je l'ai au téléphone, et je lui dis, écoute, Steve, comme tu rentres à l'hôpital bientôt, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te faire opérer, tu restes tranquille, tu te fais opérer, tu penses à rien, sauf à notre rencontre, qui va avoir lieu. Sitôt que tu es sorti, je viens. Mais est-ce que vous avez mesuré l'impact de vos paroles auprès de ce jeune garçon? Il s'est vraiment accroché à ça pour tenir, au fond. Hein. Oui et non, parce que c'était le début, c'était la jeunesse de notre histoire, si j'ose dire. Mais comme j'ai fait beaucoup de maquillage de clown dans des hôpitaux pour les enfants malades, donc à chaque fois, si vous voulez, j'essaye de ne pas rentrer, de rester concentré. C'est vrai qu'après, où c'est beaucoup plus dur, c'est la nuit qui arrive et j'ai du mal à dormir. Et donc là, je le mettais dans le même moule, en fin de compte. Je voulais pas rentrer. C'est qu'après, je me suis aperçu qu'effectivement, il était très, très attachant et il m'a très attaché d'ailleurs. Et je suis allé le voir quelques jours après son retour. Hein, complètement. Il était en fauteuil. Il était pas grand, il était tout petit dans son fauteuil. C'était... Mais il avait une banane comme ça, il avait des yeux qui pétillaient, il y avait des étoiles, c'est dingue. Alors là, ça m'a marqué, parce que il m'attendait, il était là, et c'est un truc de fou. Et donc, vous lui avez offert cette boîte. Ouais, alors on ne savait pas quoi prendre avec mon épouse, et on s'est dit pourquoi pas une boîte de magie, puisque je fais quand même un petit peu de magie. Ouais. Donc on a choisi cette boîte de magie, ça aurait pu être un appareil photo, ça aurait pu être, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, ce serait peut-être un grand photographe. J'ai emmené cette boîte de magie, et il l'a découvert, il a regardé la boîte de magie. Sur le coup, il était content parce que je lui emmène à présent. Et puis après, il m'a appelé peut-être 2 jours, 3 jours. Il me dit, il y a des choses que je comprends pas, tu peux m'expliquer tout. Alors par téléphone, j'essaie de lui. Puis au bout de 3 jours, il me dit, j'ai fait le tour de la boîte de magie. Et là, vous vous dites quoi? Moi, j'étais non pas troublé, mais j'étais quand même absorbé par ce gamin qui me... de voir sa joie de vivre, pétillante et tout. Il avait bobo aux jambes, mais tout ça, ça passait, c'était fini. Ce qu'ils lui ont fait, c'était pas anodin. Donc, j'étais quand même surpris. Je dis, tiens, c'est un sacré caractère, ce petit bonhomme.
Puis l'histoire a continué parce que je sais pas, non seulement ça n'arrêtait pas parce que ça n'a pas le temps d'arrêter. Des fois, on rencontre des amis, après on fait un creux, puis le creux grandit, puis on se voit un an plus tard, on dit oh mince, on s'est pas vu depuis un an, mais là non, c'était pas là. Hein. Là, c'était tous les jours le téléphone, donc c'est obligé d'être soudé, une chose pareille. Vous l'avez trouvé doué? Oui. Et alors, comment vous est venue l'idée de lui proposer de faire de la scène avec vous? C'est lui qui a eu l'idée. Ah oui? Il était demandeur. Ouais. À 12 ans, c'est ça, on a fait une première scène ensemble, c'est dans une maison de retraite où était ma maman. Ouais. Je passais en clown, et je lui dis, écoute, tu vas venir avec moi. Il s'est habillé en clown, et on a fait le premier spectacle ensemble. Un vrai spectacle, si j'ose dire. Et pour lui, c'était naturel. Il faisait ça comme il respirait, en fin de compte. Il fait la magie comme il respire, ou le clown comme il respire. Chantal, comment vous avez vécu tout ça? Alors j'ai été très très heureuse de voir le lien qui pouvait se lier entre les deux, parce que c'était le chemin de Steve. Et que nous, on était là pour le soutenir, on était là pour lui dire va de l'avant, c'est super, ce que tu veux faire, c'est ça que tu aimes. Et donc, vas-y, et en plus, t'as Chopi qui est là pour t'aider. Parce que bon, c'est vrai que nous, on lui apporte tout notre amour, on lui apporte tout le soutien qu'on peut lui apporter, mais on n'aurait pas pu lui apporter tout ce que Chopi lui a apporté du point de vue du spectacle. Faut être franc. C'est quand même Chopi qui lui apprend beaucoup. Vous vous êtes senti investi d'une mission? C'est dur, ce poids-là, le poids des paroles. Bah oui. Et Ça vous fait plaisir? Oui, bien sûr. Vous avez des enfants, vous? Oui, j'ai des enfants, c'est qu'ils l'ont bien adopté, et il fait partie de la famille. Hein. Quand il était petit, il m'a dit « Est-ce que je peux mettre sur Facebook que je suis ton neveu ?» Je lui ai dit « Bien sûr, pas de problème. » Avec mes enfants, il est losange. Comment vous le vivez, cette transmission, le fait de l'encadrer, de donner des conseils, de gérer son agenda? Je vais vous répondre, je le vis d'une manière très naturellement, puisque tout est naturel entre nous. On ne va pas fabriquer, on ne va pas ruser, on va pas... Alors, j'ai pas le temps, en fin de compte, de me poser la question, puisque il ne se passe pas une journée sans qu'on s'appelle au téléphone. Donc, c'est continuel, donc c'est une aventure qui continue tous les jours. Alors, pour moi, tout est naturel, mais maintenant que vous me posez la question et que j'ai entendu donc Chantal, c'est vrai que quand je réfléchis, c'est quelque chose de fabuleux pour lui, mais pour moi aussi. Qu'est-ce que vous apprenez de lui? Sa persévérance. Il a une maladie qui est chiante, comme je dis. C'est le nom que je donne parce que je ne veux pas rentrer dans le détail. Enfin, lui a dû rentrer dedans avec vous. Ouais. C'est une maladie qui est chiante. Et avec ça, il se bat. Alors, c'est vrai que lorsqu'il a un pépin, il m'appelle tout de suite. Des fois, il ne m'a pas souvent, heureusement. J'accuse, je suis aux urgences. Et là, je me mets à trembler, forcément. Et quand il va à l'hôpital, il y a encore pas longtemps, je suis allé le voir. Qui, lui, un mois avant, est venu me voir aussi à l'hôpital. Parce qu'on a des similitudes tous les deux qui sont, mais alors, folles. Il paraît qu'on a une certaine ressemblance partout où on va. On lui dit, tiens, t'es venu avec ton fils ou t'es venu avec ton père? Il a ses entrées chez Sébastien parce qu'il va voir Dany Larry dans les loges et tout. La première fois que Dany Larry m'a vu, il m'a dit, tiens, je suis enchanté de voir le père de Steve. J'ai dit, non, le père, il est derrière. Il rigole à chaque fois. Et voilà, c'est quelque chose qui est très fusionnel en fin de compte. Est-ce que chez vos enfants, l'un d'entre eux est aussi passionné par la magie que Steve? Mes enfants étaient passionnés au démarrage, avant leur début de carrière, par l'animation, puisque je suis aussi avant tout animateur. Hein. J'ai fait pendant des années des soirées dansantes, et surtout du micro et du mime et du clown. Et donc mes enfants m'ont suivi. Quand je faisais des tournées dans des villages vacants, je les emmenais avec moi. Et ils découvraient la scène, et le soir, on leur proposait, ils montaient. Donc ils ont fait, et ils m'ont suivi aussi régulièrement lorsque j'avais des spectacles, que j'avais besoin d'un clown ou même d'un animateur avec mon plus grand. Mon plus grand prenait le micro et me servait d'animateur pendant que moi j'étais en clown. Ils n'ont jamais été jaloux de Steve? Pas du tout, au contraire. Ils l'adorent. Jaloux. Vous faites l'automate? Oui. C'est-à-dire? Je suis automate. Il a un record du monde, Sophie. Un record du monde? Ouais. Combien? 18h32. Waouh. C'est-à-dire que vous restez immobile en faisant des trucs comme ça? Voilà, automatisé. Mieux, enfin j'imagine mieux. Ce sont des gestes d'automate. Et effectivement, j'ai eu une période de ma vie, parce que c'est excessivement dur, où je faisais l'automate et j'avais créé un spectacle qui durait 1h30 en automate, un spectacle complet. Et le regret de Steve,
c'est de ne pas être là à ce moment-là. C'est-à-dire, moi, je suis né trop tôt et lui est né trop tard. Donc, il ne m'a pas vu en automate, mais je ne sais pas si tu lui as parlé de la petite surprise que je t'ai faite. Non, pas encore. Pas encore. Il adore faire des grands spectacles. Moi, j'essaie de le calmer. J'ai fait attention, monte bien ta pyramide petit à petit, mais bon, c'est plus fort que lui. Et c'est bien comme ça. On a fait un deuxième grand spectacle. Et la présentation du spectacle, je l'ai fait en automate, le démarrage. Et lui, qui m'avait jamais vu, était surpris. J'ai pris le micro, j'ai rentré le micro, j'ai pris mon chapeau, mes gants, et j'ai fait la sortie de scène en automate. C'est votre ami? C'est votre fils spirituel? Il a dit de vous que vous étiez à la fois son confident, son mentor, son ami. Ouais. Mon agenda. Vous diriez quoi, vous? Lui, il m'appelle, il dit « je suis son mentor Ouais. ». Bon, ça me plaît. Il a mis plusieurs fois un mot sur Facebook qui me plaît beaucoup. Il a dit « c'est mon papa du spectacle ». Voilà. Moi, je dis c'est mon ami, c'est mon ami. On n'a pas beaucoup évoqué tout à l'heure avec Steve les moments de désespoir, parce que vous avez un sourire tellement immense, et puis on parle beaucoup de magie, donc on sent à quel point ça vous illumine. Mais il y en a eu, et il y en a peut-être des moments de désespoir. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Où j'ai l'impression d'être seul, que j'ai envie de tout arrêter, mais j'ai pas intérêt. Je l'appelle et puis... Vous faites quoi dans ce moment-là? Vous l'appelez? Je l'appelle. Ça vous est arrivé de le voir vraiment désespéré au point d'avoir envie de renoncer à faire des spectacles, de la magie, etc. Renoncer? Lui? Non. C'est impossible, c'est pas dans son vocabulaire, ça. Ouais. Non, ça, c'est pas... Par contre, il a eu des moments difficiles. Et il m'a appelé, des fois. Alors, à chaque fois, j'essaie de trouver les mots, j'essaie de le remettre sur les rails. Je lui dis, écoute, regarde ce que tu as fait déjà. Regarde ce qu'on a construit. On a fait une pyramide, je lui parle toujours de la pyramide. On a construit une base, et petit à petit, on monte cette pyramide. Regarde à ton âge ce que tu as fait. Il m'a parlé des gosses à l'école qui n'étaient pas très gentils avec lui, puisque je l'ai connu aussi à cette période-là. Je lui ai dit, tu t'en occupes pas de ça. Tu n'as pas un seul qui peut faire ce que tu fais, toi. Toi, tu peux aller devant un public, tu vas tenir un public en haleine, tu vas leur donner de la joie à des enfants malades, tu vas leur donner des étoiles dans les yeux. Les autres ne pourront pas faire ça, jamais. Jamais. Et là, ça repart. Alors justement, cette aventure dans laquelle il vous a embarqué, d'aller au chevet d'enfants malades, dans cette association qui vend du rêve, vous l'avez suivi volontiers? C'était quelque chose que vous connaissiez? Moi, j'allais tous les ans donc au Virade de l'espoir, entre autres, donc qui est contre la mucoviscidose. Ça se passait dans l'espace du Bois de Boulogne, Le jardin d'acclimatation. au jardin d'acclimatation, merci. Et la première année, je crois que tu avais 12 ans. Ouais. Je lui ai dit, 13 ans, ouais, je tu sais. viens avec moi et tu vas voir comment ça se passe. Et il a vu François Cluzet, il nous a raconté tout On à a l'heure. mangé à la table de François Cluzet. On a mangé avec François Cluzet, bien sûr. Et là, il était, ses yeux, c'était comme ça, il était tellement heureux. Mais déjà dans son personnage, il n'était pas... il était dans son personnage de clown. Il a commencé à faire des tours de magie sur le stand, et puis il me suivait, et puis tout le monde l'a adopté là-bas tout de suite. C'était un petit personnage comme ça, très très attachant. Il y est toujours d'ailleurs, mais là, il était petit et très très attachant. Donc on a commencé, on l'a fait 3 ans, je crois. Ouais, on l'a fait 3 ans. Alors Céline, vous êtes la marraine de cœur de l'association Rebondir. Comment vous la connaissez, cette association? Moi, je l'ai connue parce que quand j'étais plus jeune, ma maman avait écrit dans un magazine pour savoir si quelqu'un pouvait pas me donner un ordinateur qui ne servait plus. Et cette association m'a répondu « Je n'ai pas d'ordinateur à vous offrir, mais un rêve ». Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Rebondir au-delà de ses rêves. Alors, vous avez une maladie, vous-même? Je souffre du syndrome des nerfs dans l'os, qui est une maladie du tissu conjonctif. Ça fait que nous avons un manque de collagène et du coup, ce qui provoque des douleurs, luxations dans toutes les articulations. D'accord, donc c'est une maladie extrêmement douloureuse. Oui. Il y a des traitements? Non, à part des vêtements compressifs et des attelles, aucun traitement à l'heure actuelle. Comment vous la vivez, cette maladie? Il y a des jours ça va et des jours ça va pas, ça dépend. Et ce que je me dis toujours, c'est qu'il y a pire que moi. Et que moi, demain, je serai toujours en vie et d'autres non. Voilà. Toujours on pense aux autres. Exactement. Hein, toujours. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, cette association? Elle a réalisé vos rêves? Oui, mon rêve. C'était quoi votre rêve? Moi, mon rêve, c'était les dauphins. Donc, la première fois, ils m'ont emmené les voir au parc. Une deuxième fois, ils m'ont emmené les voir en mer,
en Bretagne. Et il y a 4 ans, ils ont vraiment réalisé mon vrai rêve, nager avec les dauphins en Floride. Ah ouais, vous avez nagé avec les dauphins? Oui. Et alors, qu'est-ce que... C'est magnifique, c'est magique, j'en ai même pleuré. C'est vrai? Oui. Ils vous ont embarqué hyper vite, là? Oui, oui, accroché à l'aile du dauphin. Ouais. Et c'était magnifique et magique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Steve, de Je ça? trouve ça merveilleux, formidable. Alors, vous l'avez vu, Céline, vous l'avez vu à l'œuvre? Oui. Est-ce qu'il est venu se produire devant vous? Oui, il est déjà venu plein de fois à l'association. Et la première fois qu'on l'avait vu à l'association, c'était en décembre. Il était venu accompagné d'un Père Noël. Et qu'est-ce que vous aviez pensé de sa prestation? Bah, c'était bluffant et franchement époustouflant. J'avais jamais vu ça auparavant. C'est vrai? Oui. Quoi? Bah, c'est pas donné à tout le monde d'avoir du talent. C'est vrai? Du talent, petit. Il a dit du talent. Oui. Et alors, vous êtes devenu fan, Oui. donc vous le suivez en permanence. Comment ça se traduit? Votre Bah, je fanitude? regarde son actualité sur les réseaux sociaux. S'il y a un spectacle et que je suis disponible, bah, j'y vais. Alors, elle n'est pas la seule, hein, je crois, à être fan de vous. Il y a votre grand-mère, il y a donc Chopi, qui est fan de vous, mais il y a aussi tous les enfants auxquels vous allez rendre visite, Bien sûr. auxquels vous allez apporter des raisons de rire ou de sourire. Et ils ont tenu à vous laisser un petit message. Donc, on va les écouter. Ah. C'était pour te remercier pour tes fabuleux tours de magie. On t'aime, plein de gros bisous, au revoir. Coucou Steve, c'est Manon Et Mélisandre, on t'a souvent vu à rebondir. et tu nous as épatés avec tes tours de magie. Et on peut te dire que... Désolé. C'est trop fort. On t'encourage et on te fait de... Gros bisous. Mouah. C'est des amours. Il est ému, Steve. Vous voyez, Sophie, il a une maladie et il va donner du courage aux autres enfants. C'est dans ses gènes. Là-dessus, il m'a suivi parce que donc le clown, il doit être avant tout gentil. Et il est gentil, et il a un grand respect du public. Et son rôle, même des fois, quand il a mal, il souffre, on y allait quand même. Il a eu, comment dirais-je, un épisode aussi douloureux. Je ne sais pas si tu en as parlé à Sophie du petit. Ah, avec Mathias, oui. J'en ai parlé. Mathias, on est quand il avait 15 ans. Vous Oui. étiez avec lui? Non. Mm. Il m'a demandé, il m'a appelé, parce qu'il m'appelle à chaque fois. Il me dit, comment je dois faire? Tu te rends compte, c'est important, c'est grave. Je fais oui, c'est grave pour le petit et important pour le petit. C'est dur. Quel regard vous portez sur le parcours de Steve? Bah, c'est un regard à la fois d'un professionnel. Donc au niveau professionnel, je me dis, il emmagasine vite, il réagit vite, c'est long, je lui répète sans arrêt que c'est très long, ça peut pas être du jour au lendemain. Des fois, il est pressé, il voudrait tout de suite. Il fait non, il faut travailler. Il y en a qui ont démarré à 35, 40, 45 ans. Toi, tu te rends compte, à 18 ans déjà, tout ce que tu as fait, c'est énorme. Puis après, il y a le regard de l'ami, forcément, qui veut que ça aille encore, peut-être des fois un peu plus vite, qui se dit, lui, il va aller plus vite, alors il faut que je l'aide, mais le professionnel revient vite pour un peu tirer les rênes, pour pas que ça aille trop vite non plus. Mais là, il a déjà une belle expérience de 5 années de scène. Donc il peut déjà y aller tout seul. La dernière animation qu'il a fait d'ailleurs, je crois que c'était la première où il est parti tout seul, avec sa voiture, sa petite sono. Vous vous inquiétez quand il part tout seul? Ben, c'était la première fois. Et à l'endroit où il a été, j'étais plutôt, comment dirais-je, pas inquiet, mais ému de cet endroit-là, puisqu'il a été dans la maison de retraite où était ma maman, qui est décédée au mois d'avril. Et il adorait ma maman. Et c'était réciproque. Ouais. Et je savais que quand il allait pénétrer dans la maison de retraite, il allait être ému. Il y était d'ailleurs, c'était dur de jouer alors que ma maman n'était pas là. C'est fou la complicité qui lie ces deux êtres. Oui, c'est...
Incroyable, c'est un amour incroyable. C'est très très fort, très fort. Et c'est vrai que je reviens à ce qu'a dit Chopi par rapport à ce petit garçon qui nous a quittés. C'est vrai que Mathias, vous parlez de Mathias? Oui, que Steve m'a appelé et il avait besoin d'un Père Noël et donc on a trouvé le Père Noël. J'étais donc avec lui, je l'ai accompagné et j'ai trouvé Steve extraordinaire, près de ce petit garçon qui était voilà, on ne savait pas qu'il allait nous quitter comme ça très rapidement. On nous avait prévenu, bien sûr, qu'il était gravement malade. Mais quand j'ai vu Steve faire son numéro près de ce petit garçon, et puis partager autant d'amour, avoir des regards qui voulaient en dire très longs, j'ai dit, je suis fière de mon petit-fils. Je suis fière qu'il amène à des enfants malades autant d'amour. Et vous pensez quoi? C'est un moyen aussi de donner du sens à ses souffrances, parce que mieux que personne, il peut comprendre ce que les enfants ressentent? Je pense. Moi, mon image, c'est l'image que moi j'ai eue des clowns. C'est qu'un clown, pour moi, est quelqu'un qui a une souffrance intérieure, mais qui le montrera jamais. Et ça veut dire qu'il y aura toujours le sourire, toujours donner du bonheur. Voilà. Mais le soir, quand ils vont se retrouver seuls, la souffrance est toujours là. Elle sera toujours là. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand je jouais un spectacle pour les enfants malades, on était prêts parce qu'en spectacle, on ne pouvait pas tellement ils étaient atteints. Donc on allait à leur contact, on les voyait, on jouait. Il y en avait qui avaient des attelles, des choses faites sur mesure, tout ça. Mais on voyait les sourires, on voyait les regards de ces enfants. Par contre, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Chantal, le soir, quand arrivait la nuit, je ne pouvais pas dormir. Ouais. Parce que les images étaient là. C'est notre lot, mais c'est comme ça. Mais on avait aussi rendu les enfants heureux. Et on repartait, et effectivement, ils étaient heureux. C'était un rêve pour eux qui était réalisé. Et ça nous fait un bien énorme. On avance grâce à ça. Alors, vous avez exprimé votre regard sur le parcours de Steve. Ses parents aussi ont évidemment eu envie de lui dire ce qu'ils pensaient de lui. On va écouter le témoignage qu'ils ont laissé. T'es pas au courant? Steve, un petit coucou. On aurait aimé tant être près de toi pour cette émission. Malheureusement, travail oblige. Je voulais juste te dire que, bébé, tu étais adorable, doux. Et tu as très vite aimé les clowns. D'ailleurs, tu es devenu un petit clown. Puis le roi de la magie. Malgré cette maladie, cet asthme, ces allergies, tu vas de l'avant. Et c'est une grande fierté. Pour toi, comme pour nous. Donc voilà, je ne trouve pas les mots. Donc juste pour te dire que je t'aime. Je suis fière de toi. Et je te fais des gros bisous. À ce soir. Stevie, bravo pour tout ce que tu fais. Tu es vraiment génial. Tu vas de l'avant. T'es un garçon qui en veut. Donc maman, je crois qu'elle a tout dit. Donc je te souhaite plein de réussite et puis beaucoup d'amour. Bon, je t'aime vraiment. Bisous mon grand. Il ne va pas pouvoir parler pour l'instant, mais ce que je peux ajouter, si vous me permettez, Sophie, il a des parents qui sont extraordinaires. D'une gentillesse, quand je les vois là, maintenant je les connais depuis un bout de temps, ils le suivent partout. Il leur a fait faire des trucs pas possibles sur les spectacles. Sa mère qui est timide, il l'a fait monter sur scène, il l'a fait mettre à quatre pattes en train de tirer des fils. Des trucs incroyables qu'elle a fait pour lui. Parce qu'elle est vraiment très timide. Et son père, Patrick, c'est un homme adorable. Ce sont vraiment je lui ai dit plusieurs fois, tu as des parents et des grands-parents qui sont adorables. Mais il devait être tellement heureux de le voir tellement passionné et de le voir sorti de son isolement, se produisant sur scène comme ça. Ça doit les rendre heureux, vos parents. Oui, j'en doute pas. Puis ma maman, par amour, donc monte sur scène et papa adore ça et il se met à chanter sur scène. C'est incroyable. On le fait chanter. On le fait chanter aussi. Il a une spécialité, je ne sais pas si tu l'as dit. Non, je crois pas. Vous l'avez pas vu en entier, là, mais rien qu'un peu la tête. C'est pas un sosie quelconque. Il a un peu le sosie d'Eddie Mitchell, qui est fan depuis 35 ans, je crois, d'Eddie Mitchell. 35 ans, ouais. Si je peux me permettre, Steve lui a fait un cadeau extraordinaire. Extraordinaire. Quoi? Et donc, ça fait 35 ans que mon père est fan d'Eddie Mitchell. Ouais. Et un jour, je lui offre des places pour aller le voir au théâtre avec Fred Testo dans Un singe en hiver. On y va, et puis avant le spectacle, je dis, je reviens, je suis aux toilettes.
Ouais, bah vas-y, mon grand. Je vais voir un placeur, je dis, excusez-moi, est-ce que vous voyez monsieur Eddy? Il dit, oui, ça arrive. Je dis, si vous le voyez, dites-lui que Steve, le magicien, est venu le saluer. Il dit, ouais, j'y pense. Je vais voir un spectacle. Le spectacle se termine, on sort. Monsieur, s'il vous plaît, venez voir. Pierre me regarde. Je sais pas, moi, je n'en sais rien. Moi. Eh bien, suite à votre demande, monsieur Eddy vous attend. Pierre me regarde, il me fait, il parle à nous? Je dis, oui. Je dis, on suit le monsieur. Il nous a mis dans un petit salon privé. On a attendu 5-10 minutes. La porte est ouverte. Eddy est rentré. Mon père a pleuré. Voilà, Donc c'était un beau souvenir. Complètement. Quel est le personnage que vous aimeriez rencontrer, vous, aujourd'hui? Vous avez rencontré Dany Larry. Oui. Arturo Barchetti aussi. Ouais. Cyril Hanouna. Enfin, j'ai rencontré Anthony Cavana. Enfin, au jour d'aujourd'hui, je pense il a une aura, une facilité Oui. pour aller au-devant des personnes, et les personnes ne peuvent pas refuser. Déjà parce qu'il ne se considère pas comme le fan, mais comme l'artiste maintenant. Donc c'est l'artiste qui va saluer l'autre artiste. J'ai beaucoup de camarades, d'artistes, des copains qui sont connus ou moins connus, qui l'ont tous adopté, et des plus connus qui l'ont reçu à domicile, comme Olivier Lejeune. C'est un truc de fou, parce qu'il a une... Il Alors, a quelque chose qui Lejeune, c'est un comédien, Oui. c'est un grand homme de théâtre. Et vous êtes en train de préparer un spectacle avec lui. Alors, Qu'est-ce que vous faites avec lui en fait, on a décidé avec donc, Olivier et Jackie de mêler la magie à l'actualité. Donc, on a une idée, tous ensemble, et on a dit qu'on allait faire un numéro sur les présidentielles, puisque 2017 arrive à grands pas, qu'il va falloir élire notre futur président de la République. Donc vous êtes capable de faire sortir de votre chapeau le nom du futur président de la République. Exactement, vous avez tout compris, Sophie. Et vous pouvez nous en dire plus ou pas? Ça nous intéresse. On l'a. On a le vous nom. l'avez. On a le nom. On affirme qu'on a le nom. Ouais. Mais il faut venir voir le spectacle. Alors, je lui ai demandé tout à l'heure de me faire un tour et de me l'expliquer. Il m'a dit non, mais je sais pas si je peux. Il faut que je demande, il faut que je vois avec Shopee. Il faut que je lui demande l'autorisation. Il faut que je vois si on est d'accord pour expliquer un tour et tout. Mais est-ce que vous savez garder un secret? Non. Ça va être dur, alors. Bah ouais. Désolée. Bon, et qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos parents qui vous ont envoyé ce joli message? Vous leur diriez quoi, vous? Et merci pour tout, et que je les aime. On va peut-être conclure là-dessus. Oui. Je peux peut-être faire juste une petite parenthèse. Oui, Chantal. Il n'a pas dit son rêve, qui il voudrait rencontrer aujourd'hui. Je vais lui dire pour lui. Je te laisse Parce le que dire. moi, je le sais. Ouais, c'est ce que j'allais. Je vais vous demander la parole pour intervenir. Il l'a déjà rencontré. Il s'appelle Patrick Sébastien. Il y a été en tant que fan, puisqu'il a ses entrées. Mais ce qu'il voudrait, c'est pouvoir aller exercer son beau métier chez Patrick Sébastien, qui lui laisse une chance. Comme lui a eu une chance lorsqu'il est arrivé à Paris et qu'il a fait Bourvil, il a donné plein de chances à d'autres artistes. Mais franchement, lui, il le mérite. Et ce qu'il voudrait, c'est ça. Alors peut-être je peux me faire le messager de ça. Si ça vous est possible, Sophie. Oh, ouais, je pense que ça m'est possible, ouais. Ça serait extraordinaire. D'accord. C'est très Alors, bien. je m'en charge. Je vais faire ça. Merci, Sophie. Merci en tout cas d'être venu accompagner Steve et nous faire part de vos expériences et de votre regard sur ce parcours. Steve a l'habitude d'enchanter les enfants avec ses tours de magie, avec ses numéros de clown. Je vais vous présenter maintenant des dénicheurs qui vont nous enchanter avec les trouvailles. Ils passent leur temps à essayer de trouver des initiatives ou des personnalités qui bougent et qui font changer la société pour en faire une société meilleure, plus altruiste, plus moderne. Alors les voici. Salut. Nos dénicheurs. Voici Salut. Céline, Luc et Brigitte. Bonjour. Alors, donc voilà nos trois dénicheurs et on va commencer avec Magic Luke. Pourquoi Magic Luke? Parce que c'est un papa et un mari en or. C'est banal. Excellent musicien, il sait tout faire en fait. La cuisine, j'ai pas encore testé, mais Musicien. Ah oui, musicien. En faisant la cuisine. Toutes les qualités. Ah oui, je fais les deux. Aussi. D'accord, vous êtes vachement fort. C'est une nouvelle discipline. D'accord. Non, c'est pas vrai. voir. Non, je vais vous parler, plus sérieusement, je vais vous parler de musique et de la musique qui réchauffe le cœur des enfants malades. Et quand, comme vous, on a pu connaître une hospitalisation, eh bien, on sait qu'on a besoin de, peut-être grâce à la musique, de retrouver le sourire et d'avoir des moments d'évasion. Oui, complètement. Ouais.
Voilà. Super. Vous en avez croisé des musiciens? Ouais, parce que peut-être que vous alternez entre les clowns, les magiciens, les musiciens. Il vous arrive peut-être de vous croiser dans les couloirs? Complètement, notamment des amis à Jackie, un accordéoniste, enfin vraiment un chanteur. Et au Virate de l'Espoir, on est avec l'orchestre Voilà, qui vient aussi avec nous au Virate de l'Espoir. Et j'ai eu la chance de travailler avec l'orchestre de Monsieur Eddie Mitchell en soirée privée. D'accord. Monsieur Basile Leroux, Monsieur Michel Gaucher, enfin voilà, plein de grands classe. musiciens. La classe. Donc on va voir les musiciens dont va nous parler Luc tout à l'heure. Brigitte. Alors Brigitte, elle aime bien regarder le monde avec humour et poésie et tendresse. Voilà. Et là, vous avez trouvé des sortes de magiciens qui enchantent nos déplacements. Exactement. Parce qu'il y a un autre endroit où on n'est pas très gai, hein, où on perd le sourire, ben c'est dans le métro. Il y a... Je vois que tout le monde est d'accord. Il faut ouvrir la gueule. Et bien, et figurez-vous qu'il y a des jeunes qui ont eu une idée, celle d'enchanter nos trajets en métro. C'est une initiative que j'aimerais voir partout. Voilà, vous allez comprendre après. Et puis Céline, elle réenchante notre quotidien avec les plantes et les bouquets, par exemple, qui sont ici sur notre plateau. C'est elle qui les compose. Elle aime bien la présenter comme une jardinière. Oui, c'est vrai. Et vous prenez l'accent en plus pour dire ça. Ah non, Oui. ça j'ai fait ça pour rien. Mais aujourd'hui, imaginez que vous vous promenez dans la rue et que là, sur un trottoir, il y a un bouquet solitaire, un bouquet abandonné. Qu'est-ce que vous faites? Ça arrive, ça? Ça arrive. Est-ce que vous le prenez? Oui. Si c'est quelqu'un qui l'a posé pour récupérer. Alors, justement, c'est un bouquet à adopter. Ouais. Et c'est une initiative pour donner le sourire et pour offrir des fleurs. Je vous en parle un petit peu plus tard. Allez, on commence avec Luc. Les musiciens qui se promènent dans les couloirs d'hôpitaux. Ben oui. Vous êtes d'accord, quand on est à l'hôpital, on est quand même dans une situation où la maladie, on y pense tout le temps. Hélas. Hélas. Hein. On n'a pas beaucoup de fenêtres vers des moments de joie, en tout cas. Et je voulais vous parler d'une association, moi, qui m'a beaucoup plu, en tant qu'en plus musicien, qui s'appelle Musique et Santé. Alors, c'est une association, en fait, qui propose à des musiciens professionnels de venir dans les couloirs de l'hôpital, comme tu disais. Ils rentrent dans les chambres, ils rentrent même dans des chambres stériles, et ils font des ateliers de musique. Et ça peut être avec des enfants, ça peut être aussi avec des adultes. Hein. Et ils font aussi des ateliers avec les parents qui peuvent se trouver là, d'accord. Et c'est-à-dire quoi, des ateliers? C'est-à-dire que c'est interactif? Voilà, c'est interactif, absolument. Et les enfants peuvent jouer de l'instrument. Pour ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent écouter. Mais il y a un moment où les visages s'éclairent et on sent bien que ça fait du bien, quoi, en tout cas. Alors, c'est pas la peine que j'en parle plus que ça. Le mieux, c'est que vous regardiez le reportage que notre journaliste Rita Schreiby a tourné à l'Institut Gustave Roussy, qui se trouve à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Voilà. Au service de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est là que j'ai joué. La vie à l'hôpital, elle est un peu particulière pour tout le monde, mais spécialement pour les enfants. Parce qu'ils vont être coupés de l'école, de leurs jeux, de leurs camarades, parfois de leurs parents. J'ai fini mon cochon. T'as fini ton cochon? Avant tout le monde. Ah oui? Oui, j'ai gagné un prix. Il y a vraiment besoin de faire quelque chose à ce moment-là pour les remettre dans une vie où il y a plus de plaisir. L'association Musique et Santé, elle se préoccupe justement d'apporter de la musique dans le milieu hospitalier. Salut Nathanaël. Alors, le cochon? C'est moi qui ai gagné. C'est toi qui as gagné? Voilà, tout simplement. T'as triché, ouais. C'est des enfants qui, du coup, sont traités pour des cancers pédiatriques, donc qui sont là pour une durée de quelques mois, à parfois un peu plus, en fait. Deux éléphants se balançaient sur une toile d'araignée. Ils trouvaient ce jeu tellement amusant qu'ils appelèrent un troisième éléphant. Baloum, 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 baloum. La musique, c'est une parenthèse. Moi, en tant que professionnelle de la petite enfance, je m'en sers beaucoup pendant les soins. Quand il y a un soin qui est un peu inquiétant pour l'enfant, les soignants vont nous demander à Jean-Marie ou à moi pendant la semaine de venir jouer de la musique. Donc c'est vraiment investi dans le service. Je vous donne de quoi bosser. La douche? Au revoir Nathalie. Allez, vas-y, Aaron. Me voilà trempé de la belle juste
Avec Edith, en fait, on partage le travail. Elle connaît les enfants, plus que moi, parce qu'elle les voit toute la semaine. Moi, je viens qu'une après-midi dans la semaine. Elle va m'aider et me dire s'il y a des situations particulières pour tel enfant ou pour tel parent. Et Edith, elle chante bien. Voilà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. De la tête jusqu'au coude, épaules. On va dans les chambres où les enfants sont en isolement. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a tout un protocole à respecter. Salut Charlie. Il y a une chanson que tu voudrais? Au bal masqué. Au bal masqué? Ah ouais, bah c'est pareil. Moi, personnellement, je suis impuissant face à la maladie. Je ne suis pas médecin, moi, je suis juste musicien. Oh, et j'ai plus lentement. Quand on fait ce genre d'intervention, il faut y être un petit peu préparé. C'est pour ça que moi, j'ai fait une formation. C'est un moment où le souci, c'est pas la maladie. Le souci, c'est d'arriver à jouer tous ensemble, qui qu'on soit et quoi qu'il se passe. Tu voulais découvrir ça, Charline? Je vais te montrer. Vas-y. Tu mets tes petits pouces. Tu vois? Parfait. Tu veux essayer, papa? C'est chouette, hein? Ouais. Le fait de jouer la musique, de participer à la musique, ça change tout. C'est pour ça aussi qu'on chante avec les enfants. Parce que c'est une autre façon de leur parler. C'est une autre façon de leur donner des mots. C'est une autre façon aussi de faire dérouler le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut partager ici avec les enfants, mais aussi avec les parents. Les petits poissons dans l'eau nagent, nagent, nagent. Ça fait du bien d'avoir de la musique autour de soi, de pouvoir chanter, de s'exprimer un petit peu. Ça nous fait nous évader un petit peu et de penser à autre chose pendant un petit moment. Ça fait du bien. Les petits oiseaux là volent, 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 volent. Les petits oiseaux là volent. J'arrive en me disant, voilà, il y a quelque chose d'assez difficile à faire. Et je repars toujours heureux. Toujours heureux. On peut être très fatigué, mais très heureux. Un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison. Tout ce qui permet de détourner l'attention de l'angoisse ou de la maladie est bon à prendre, j'imagine, non? Qu'est-ce que vous pensez, Steve, de tout ça? C'est génial. Ouais. C'est extraordinaire. Nous, on fait ça avec de la magie, mais la musique, ça enchante tout autant. Ouais. C'est formidable. Et je crois que vous êtes un fan de musique. Hein? J'aime bien écouter. Je vis jamais sans musique. Jamais sans musique. Quel genre de musique? Un peu de tout. Mais beaucoup, quand j'étais petit, déjà à 3 ans, je mimais Gilbert Bécaud. Ah ouais? Donc déjà, à 3 ans, c'est pas commun d'écouter du Gilbert Bécaud avec Monsieur Pointu. Monsieur Pointu. Donc Vous voilà. vous souvenez? Ah oui. Tu peux nous en faire un extrait, non? Vous pouvez lui demander. Et vous mettiez la main sur l'oreille, comme ça, pareil. J'avais toujours donc la main sur l'oreille, pareil. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis je parlais tout le temps et je faisais en même temps Monsieur Pointu, je faisais les 2 personnages à la fois. Ah ouais, c'était. Donc je passais d'un point à un autre en courant entre les 2, Ouais. Ah ça, c'était vraiment magnifique. avec mon chapeau melon. Ah. Alors, c'est un musicien qui a créé cette... Oui, alors, à l'origine de cette très belle idée, parce que je suis comme vous, j'adore la musique, et je vis avec juste du matin jusqu'au soir. Philippe Bouteloup. Philippe Bouteloup, c'est un musicien. Quoi? Bouteloup. Bouteloup, tu les Bouteloup. j'adore. Comment tu veux dire? Bouteloup. À Toulouse, on dit Bouteloup. C'est Vous Marseille savez qui pas se parler. déplace. Il y a un moment. Mais j'adore. Philippe Bouteloup. Alors, il est musicien à la base, et c'est un musicien qui travaille dans les conservatoires. D'accord? Et il donne des cours aux enfants. Qui se rit? Alors, Philippe Bouteloup. Donc, c'est un musicien qui donne des cours au conservatoire. Là, on est dans la fin des années 90. Et il se dit. Il ne faut pas qu'en France, dans le beau pays dans lequel on vit, où il y a tout un tas d'institutions et qui rendent service à tout le monde, qu'il y ait des lieux, justement, où il n'y ait pas de culture pour tous. Et donc, il se dit, il faut que tous les enfants aient accès à la musique, et donc même à l'hôpital. Alors, de cette idée, il va
réussir à fédérer tout un tas de musiciens, mais des musiciens, des bons, hein, pas des rigolos. Moi, je les connais bien. Il y a par exemple Jean-Jacques Milteau, qui est un des plus grands harmonistes avec qui j'ai travaillé, de jazz. Voilà, c'est un des parrains de l'association. Steve Waring. Steve Waring, le Matou. La chanson du Matou, vous connaissez la chanson du Le Matou revient le jour suivant. Ouais, le Matou. Ça, il faut faire reconnaître. Non, mais vous n'avez pas passé le BAFA. C'est pour ça. Voilà, le BAFA. Non, mais très grand musicien. Et puis il y a des musiciens. Il y a l'Orchestre de Paris, l'Orchestre de Radio France, Dédé Saint-Prix. Ouais. Donc, il y a énormément de parrains prestigieux qui vont à l'hôpital toutes les semaines, tous les 15 jours. La musique, ça, c'est une langue universelle. Ouais. D'accord ? On n'a pas besoin de parler la même langue. En musique, on peut tout à fait échanger. D'accord ? La musique, c'est un jeu aussi. Comme avec les tours de magie, d'ailleurs. Évidemment, c'est un numéro de clown. C'est complètement identique, tout ça. C'est un partage, c'est un échange. Je vous entends parler, je suis dans ma situation. C'est bien. Et c'est des émotions. Et c'est des émotions. Et ça permet, en tout cas, souvent aux enfants de pouvoir évoquer aussi, de pouvoir parler de leur maladie. C'est un vecteur de langage. Et c'est vachement bien. Et comme dit Philippe Bouteloup, j'y tiens, de son expérience, il dit ces ateliers de musique, ça les réveille, les enfants. D'accord ? Et ça les rend vivants. Et alors, est-ce que ça se pratique dans tous les hôpitaux de France, dans toutes les régions ? Depuis plus de 15 ans maintenant que ça existe, on peut trouver ces initiatives en province. Et ça fait même un petit moment. Au CHU de Strasbourg, au CHU de Nice, de Marseille, de Toulon. De Bordeaux. Pas de Bordeaux ? Ni de Toulouse. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on va lui casser la gueule. Ils t'attendent. Il y a Strasbourg. Non, ils t'attendent à Bordeaux. Ils m'attendent, ouais. Non, mais je vais y aller. Et là où c'est vraiment marrant, c'est que cette idée, elle a fait des petits. C'est-à-dire que nos voisins européens ont trouvé l'initiative vraiment chouette et l'association Musique et Santé est présente maintenant en Italie, en Roumanie et en Grande-Bretagne. La même association. La même association. Et puis sur le côté thérapeutique, il y a un disque qui a été sorti par Musique et Santé qui s'appelle Manque pas d'air pour travailler justement sur le souffle avec Jean-Jacques Milteau, donc harmoniciste, sur le souffle pour tous les enfants atteints d'asthme, du mucoviscidose, donc de toutes les maladies, pour apprendre à maîtriser, à retravailler, à reconstruire. Absolument. Donc la musique, ça fait du bien à tout le monde. Nous sommes d'accord là-dessus. La musique et le rire. Alors, il y a une association qui s'évertue à rendre les trajets en métro plus chaleureux, on va dire. Hein. Voilà, alors ici on rigole bien, mais moi qui prends les transports en commun tous les jours, j'ai au moins 1 heure, 1 heure et demie de transport en commun. Ça m'amuse et en même temps ça m'effraie de voir les personnes avec tous sur les yeux rivés sur leur portable, les écouteurs sur les oreilles, qui ne regardent plus personne, qui s'intéressent à rien. Moi, malheureusement, je souris un peu tout le temps. Je passe pour une neuneu. Enfin bon, alors il y a un mouvement qui s'appelle Génération Cobaye, qui s'est lancé un défi, celui de faire sourire les gens dans le métro et de les faire rire. Alors, il y a quelques semaines, il y a 5 jeunes filles qui sont montées dans le métro parisien avec un mégaphone et puis déguisées et qui ont interpellé les gens. Il y a une petite vidéo qui va nous donner le sourire. J'ai hâte de voir ça. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes dans le seul métro heureux de tout Paris, je dirais même de toute la France. Oui, mademoiselle, ceci n'est pas une blague. Nous sommes mardi matin et vous allez devoir sourire pendant tout votre trajet en métro. Mesdames, si vous le voulez bien, nous allons accueillir les prochains passagers en les applaudissant pour les remercier d'être avec nous et d'exister. Vous êtes magnifiques aujourd'hui. Nous faisons partie d'une brigade secrète appelée l'Escouade du Bonheur. Notre mission est de rendre les Parisiens heureux aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Ah bah super. En fait, on se rend compte que les gens sont prêts à participer et ils n'attendent que ça, en fait. Une très belle initiative. Oui, moi ça m'a émue quand je l'ai regardé. Parce que je me suis dit finalement, il faudrait peu de choses pour que les gens... Oui, une étincelle, il manque une étincelle, on dirait. Il manque un tout petit truc. Faut s'intéresser je trouve ça super comme idée. Génial.
Alors comment ils ont eu cette idée? Alors ils ont eu cette idée. Cette génération cobaye. Génération cobaye. Ils se sont appelés comme ça pour mener cette aventure-là, ou ils ont fait d'autres choses avant? Ils font d'autres choses aussi. Mais ils ont eu cette idée parce que à New York, il y a des personnes qui font ça, qui vont dans le métro. Ils appellent ça les squads anti-terreur. C'est vrai que je suis en train de me demander comment on sortait d'un wagon comme ça où tous les gens se sont parlé, tous les gens ont rigolé, tous les gens se sont donnés en spectacle. En allant travailler après, je pense qu'on doit arriver avec un peu plus d'optimisme. Oui, moi je pense aussi. Ah, j'imagine que oui, en effet. Et alors cette vidéo-là, elle a fait le buzz. Comment tu dis le buzz. Et donc elle leur a donné cette vidéo, elle leur a donné envie de faire la même chose. Chantal, c'est ce que ça veut dire, faire le buzz? Oui, ça arrive en premier plan, quoi. C'est vraiment quelque chose. Internet. Non, mais faut pas croire. Ça crée l'événement. Vous l'avez dit, une mamie très branchée, je vous l'avais dit. J'ai noté, moi, vous lui avez envoyé un mail. Alors, Brigitte. Je voulais vous dire que cette vidéo avait été vue plus de 10 000 fois. Qu'elle avait fait le... Oui, ce n'est qu'un début. Et les personnes, les gens qui ont vu ça sur Facebook ont vite écrit en disant qu'est-ce qu'on peut faire, on trouve ça génial, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire en province. Pourquoi? Parce que ça peut se faire partout, dans le bus, dans la rue, partout. Voilà, et ça existe dans d'autres pays. Il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'à New York. En Australie, il y a un jeune garçon qui fait chanter et danser les gens dans le train, dans le tram, dans le métro. Good morning, ladies and gentlemen. Got some lyrics here. Just going to hand them out. Feel free to take a few lyrics, pass it down. A few lyrics there. Feel free to pass it down. C'est incroyable ça. T'adorerais faire ça, toi, non? Ah oui. Moi, j'adorerais chanter ça. Chante, hein. Il danse. Il chante et il danse. Pas du tout préparé, hein. C'est impromptu comme ça. C'est sur la ligne qui va à l'université, là, la moyenne d'âge. Oui, c'est vrai. Ils sont super jeunes, hyper beaux. Et vous avez fait ça, Steve, dans les transports en commun, comme ça? Oh, ça me ferait plaisir, moi. Je sais qu'en plus, il a déjà fait ça étant petit, plus jeune avec sa barre de métro, il partait avec la barre de métro, la fausse barre de métro. C'est vrai, j'adore ça, c'est ça. Avec une barre, puis on posait la barre, on était à 2 ou 3, on tenait la barre, puis au fur et à mesure que les gens prenaient la barre, nous on enlevait notre main. Je vous laisse imaginer la suite. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il y a une contagion au bonheur. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'au début, tout le monde est un petit peu timide, voilà. Et puis, ça fout le frisson. On va le faire, Et tout le monde, il y a des voix différentes et tout, c'est polyphonique, c'est chouette. Hein, moi, je trouve ça super. C'est tout simple, finalement. Et il suffit de décider, d'avoir une guitare, d'y aller, de et chanter. puis, on n'a pas besoin de chanter ni de danser. On peut aussi entamer une conversation et ça serait le paradis. C'est vrai. Super, Brigitte, je suis sûre que tu vas donner plein d'idées à ceux qui nous regardent, notamment à Luc, qui va aller le baladin troubadour à Bordeaux, à l'hôpital et dans les transports. Bordeaux, c'est le tram. Dans le tram, qui est magnifique. Très bien, superbe, oui. Alors, Céline, si on trouve un bouquet, comme ça, abandonné sur un trottoir, l'idée c'est de le ramasser et de le prendre. C'est ça, c'est de l'adopter. En fait, c'est une initiative qui a été créée par Emily. Emily Evanson, elle est américaine et elle vit en Belgique. Elle a un champ de cueillette. Les champs de cueillette, c'est des endroits où on
paye, on donne une petite somme d'argent et on va cueillir ces fleurs, on revient avec un bouquet. Moi, je connaissais ça avec les fraises ou les Voilà. Et ça aussi avec les fleurs. Et ça existe pour les fleurs. Il y en a en France, il y en a aussi en Belgique. Et elle s'est dit, c'est super, mais il y a des fleurs qui s'abîment, il y a des fleurs qui sont pas cueillies. Donc je vais faire des petits bouquets et je vais aller les disposer à côté de chez ma boulangère, dans le village à côté, avec dans la rue, par terre, à côté, ou sur un banc, ou sur un rebord de fenêtre, avec une petite étiquette sur laquelle j'écris adoptez-moi. Et ça a fait plaisir à tellement de personnes qu'elle a institutionnalisé ça, qu'elle a créé la journée du bouquet solitaire. Donc c'est The Lonely Bouquet Day. Mais alors pourquoi on l'offre pas directement plutôt que de le laisser comme ça par terre ou quelque part? Alors je sais pas pour vous, mais alors moi je trouve que c'est toujours les mêmes qui reçoivent des bouquets. D'ailleurs je tiens à leur passer un message, ça fait super longtemps que j'ai pas eu de fleurs. Ah bon? Donc non, mais c'est toujours les mêmes et il y a des gens qui ne reçoivent jamais. Ce système-là permet à des personnes qui n'ont peut-être jamais eu de fleurs d'en recevoir. Il y a même une jolie histoire, il y a un petit garçon, il y a une touriste qui voulait participer à ce projet-là, qui a laissé un bouquet à côté d'un grand musée parisien, par terre, elle a laissé un petit bouquet. C'est un petit garçon de 4 ans qui l'a ramassé quand il était avec sa babysitter et qui l'a rapporté à sa maman à la maison. Oh, c'est super. Et justement, comme cette journée est institutionnalisée, on peut le savoir. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur la carte? Il y a juste Adoptez-moi ou... Adoptez-moi, il y a le site internet, parce que ça a tellement bien marché cette journée, qui existe dans le monde entier. On a fait ça au Mexique, en Russie, en Angleterre, en France, que finalement, on a le site et on peut tout à fait décider. Voilà, il y a une carte du monde. Vous avez votre bouquet. Vous décidez de le mettre dans la rue quelque part. Vous allez rentrer l'adresse et vous mettez la photo du bouquet avec l'adresse en disant j'ai abandonné un bouquet à Lyon, à Reims, à Évreux. On court pour chercher le bouquet. Et la personne qui le trouve va mettre une photo du bouquet en disant moi j'ai retrouvé le bouquet, je l'ai adopté, il est chez moi. Moi je trouve, c'est la personne romantique qui est en moi qui s'exprime. Je trouve que c'est un geste d'amour quand même, des fleurs. Ah oui, qu'est-ce que tu offres à ta femme? Des saucissons et des fleurs. Mais non, mais c'est vrai qu'offrir, on offre à nos grands-mères, on offre à nos mamans, on offre à nos fiancés, on offre pour des occasions. Oui. Alors que là, finalement, c'est juste offrir pour un sourire. Oui, c'est comme rentrer dans le métro et chanter une chanson parce qu'on a envie de donner du bonheur. C'est parfait. Voilà, c'est un acte gratuit. On a juste, j'en ai jamais vu, moi. Ah ben ça va venir. J'ai vu la même chose, mais avec des livres. C'est que des gens posaient les livres sur les bancs. Et si on trouvait le livre, on pouvait le ramener chez soi pour le lire. Et après le redéposer. Exactement, remettre pour que ça circule, c'est exactement génial. C'est cette idée de donner, de partager sans rien attendre en retour, finalement. Commentaire de Steve? J'adore, j'adhère. J'adhère et j'adore. J'adhère et j'adore, exactement. Non, je trouve ça vraiment... La personne qui est à l'origine de ce mouvement a vraiment une idée de génie. De génie. Fallait y penser. Fallait y penser. On va regarder en sortant. Ouais, si jamais on en trouve un. La journée est en juin. Donc il y a toujours fin juin, donc c'est pas tout de suite. 23-26. Mais par contre, on peut le faire toute l'année. Ah d'accord. Ce qui est sûr, c'est que déjà ça suscite l'étonnement. Ça permet aussi peut-être aux fleuristes, plutôt que de jeter les fleurs, de se dire tiens, je vais faire des petits bouquets, je vais les disséminer. Parce qu'on a des pertes, quand les fleuristes, j'imagine que là, ça recycle des fleurs. Ouais. Ça fait plaisir. Ou quand à la maison, avant de partir en été, on a encore une belle plante fleurie, on se dit je vais partir en vacances, il n'y a personne pour l'arroser. Tu peux le mettre en bas de chez toi. On la met en bas de chez soi. Bon, en tout cas, Céline, on mettra le site internet. Sur le site de Mille et une Vies, Sur le site de Mille et une Vies. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était très sympa, toutes ces initiatives. Steve, vous nous avez démontré ô combien que le rêve que vous aviez tout enfant, eh bien, vous vous y êtes tenu et puis vous êtes allé au bout de ce rêve. Et donc, ça illustre parfaitement la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et voilà, et vous en êtes l'illustration parfaite. Merci beaucoup, Sophie. De votre confiance, d'être venu nous confier votre histoire. Merci beaucoup. À vous, merci à vous tous et merci à vous. Bon après-midi et bravo. Si vous aimez les belles rencontres, lundi vous serez conquis par cette histoire d'amour peu conventionnelle entre un prêtre et l'une de ses paroissiennes. Christophe avait fait vœu d'abstinence jusqu'au jour où une rencontre est venue bouleverser sa vie, celle de Valérie, une ancienne camarade d'école. Pendant longtemps, l'homme d'église essaiera d'enfouir au plus profond de lui-même ses sentiments pour cette femme pieuse et investie.
L'attraction entre les deux êtres sera finalement la plus forte et elle conduira Christophe à faire un choix radical. J'étais en train de tomber amoureuse de quelqu'un de vraiment super, mais qui était prêtre. J'étais moi-même en train de me rendre compte que j'étais très attiré par elle. Ça devenait une évidence. Mais la situation était grave. Je savais qu'il allait être dénoncé à un moment donné ou un autre. À ce moment-là, il va vivre des choses qu'il ne mérite pas de vivre. Et je m'interdis de le rendre malheureux. Parce que ce que nous vivons, c'est tellement beau que je le souhaite.